Rebonjour à tous. Que cette journée passe vite, ma foi. On a tellement de contenu intéressant à aborder. C'est assez fou. Et c'est maintenant qu'on enchaîne avec notre troisième panel de la journée sur les enjeux de la cybersécurité. Alors, le panel va être d'une durée d'environ 35 minutes. Il y aura une période de questions d'une dizaine de minutes. Alors, je vous encourage vraiment à les poser dans la discussion instantanée qui se trouve en bas à droite de votre écran. Alors, comme je n'ai définitivement aucune connaissance en cybersécurité, j'aimerais inviter notre modérateur. Je vous présente Nicolas Duguay, qui est directeur du développement des marchés pour INSECM et donc sera modérateur. Bonjour, Nicolas. Bonjour Camille, ça me fait plaisir. Alors, merci de l'invitation. Et je vais vous présenter aussi les gens qui vont être avec nous aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois experts en cybersécurité qui sont très complémentaires l'un l'autre. En fait, on a Anne-Marie Faber, vice-présidente au marketing de GoSecure, et Maxime Clerc, qui est directeur principal programme PIC, encore 5G, IDOS, et surtout conseiller stratégique et partenariat chez Prompt Innovation, et Selena Ilou, qui est associée chez Lavery Avocat. Donc, ensemble, on va essayer de voir un peu, faire le tour de la problématique de la cybersécurité, mais vraiment dans un axe PME, là, pour vraiment quels sont les besoins que vous avez, aussi faire un état des lieux, en fait. Parce que je vous dirais, nous, de notre côté, chez INSECM, c'est la Grappe nationale de l'industrie de la cybersécurité. Donc, on est une association nationale qui regroupe tous les membres de l'écosystème de la cybersécurité canadienne. Donc, on a des membres de Vancouver à Halifax qui sont autant des joueurs industriels que des centres de recherche, que des universités, que des établissements d'enseignement ou d'autres organisations. Donc, ce qu'on constate, nous, sur le terrain, c'est que par rapport aux grandes économies occidentales, le Canada, on accuse un retard notable au chapitre de la cybersécurité, malheureusement. Donc, au niveau de la maturité numérique des entreprises québécoises, par rapport au niveau observé dans les autres organisations similaires, alors ailleurs au Canada, aux États-Unis ou en Europe, on est clairement plus faible ici. Bon, pourquoi? Il y a tout un ensemble de facteurs qui fait, du fait, probablement qu'on est une économie basée sur des PME, donc des petites structures. On peut aussi peut-être pointer du doigt en direction des facteurs culturels ou historiques, là. C'est très complexe, mais le fait est qu'une économie moderne comme le Québec, si elle veut sérieusement poursuivre sa nécessaire transformation numérique, on n'aura pas le choix à un moment donné de s'attarder, pas à un moment donné, en fait, tout de suite, s'attarder sérieusement à augmenter notre cyber-résilience. Donc, augmenter sa cyber-résilience, en fait, pour une organisation en 2022, ça veut dire quoi? Ça veut dire œuvrer à réduire sa surface d'attaque, on en reparlera un petit peu plus tard, et aussi à augmenter sa capacité de survivre, donc à un environnement qui est de plus en plus délétère. Mais c'est aussi, et ça on l'oublie souvent, c'est se doter d'un puissant différenciateur vis-à-vis de la concurrence. En fait, il n'y a pas juste des aspects négatifs à la cybersécurité, il faut aussi le voir vraiment comme se doter d'un outil assez puissant là, pour pénétrer des marchés puis être encore plus fort. Donc, ça veut aussi dire, justement, quoi la cybersécurité? En même temps, vos partenaires, vos bailleurs de fonds, vos clients, votre écosystème d'affaires, tous vont préférer travailler avec une organisation qui risque, on dit risque pas, je dirais risque moins d'être mise à l'arrêt à la suite d'une cyberattaque, ou plus grave encore, pour eux d'être employés comme le maillon fait pour pénétrer leurs propres organisations. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui vous faire passer comme message, et on va le détailler là, avec Anne-Marie, Maxime et Claire, et Selena un petit peu plus loin, c'est que la cybersécurité, c'est incontournable. On va le répéter, on va le redire. Il faut vraiment, en fait, si vous devez retenir qu'une seule chose du panel aujourd'hui, c'est que la cybersécurité en 2022, pour des gestionnaires d'organisations publiques, privées, de grande taille, de petite taille, c'est un incontournable. Et que si vous avez mis le doigt dans l'engrenage de la transformation numérique, donc si vous n'avez pas été dans une grotte là, depuis 30 ans, là, puis que vous êtes sur le chemin de la transformation numérique, vous devez vous doter d'une cybersécurité adaptée à vos besoins et à votre organisation. Puis là, c'est important ici, le mot « adapté à vos besoins », parce que on voit souvent, il y a une espèce de confusion au niveau de la cybersécurité. On se dit, ah ouais, la cybersécurité, c'est des histoires, c'est très technique, c'est des geeks, c'est le gars de TI, mais c'est pas vrai. Premièrement, c'est une erreur fondamentale et souvent très coûteuse. En fait, la cybersécurité, c'est une question de gouvernance. C'est une question de ressources humaines, de culture d'entreprise. Et ensuite, bien entendu, c'est d'implémenter des processus et des systèmes technologiques qui sont adaptés à vos besoins. Donc, quand je dis adaptés à vos besoins,
C'est mon dada, là, en fait, je le dis pratiquement dès que j'ai un micro. Méfiez-vous du mirage technologique, en fait. Et ça, c'est dit du gars qui représente l'écosystème de la cybersécurité, en fait. Donc, c'est ridicule, je vous le dirais, l'image qu'on peut employer, c'est ridicule de se doter d'une porte blindée si vous, vos employés, ne pensez pas à fermer les fenêtres de vos bureaux, en fait. Donc, c'est ce qu'on entend par système adapté, par processus, par problématique de gouvernance. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est essentiellement commencer à vous sensibiliser sur tout ceci, vous convaincre d'investir vos efforts dans les bonnes directions et vous outiller un peu plus pour faire face à un environnement numérique qui on ne peut pas se tromper, est très hostile, mais qui en même temps, vous ne pouvez pas, comme gestionnaire d'entreprise, éviter de fréquenter. Donc, on parle justement des responsabilités des gestionnaires d'entreprise pour se doter d'une cybersécurité adaptée aux besoins de leur organisation. Et je vais poser ma première question justement à Selena. Donc, pour des entreprises qui ne mettent pas la cybersécurité au sein de leurs priorités ou encore qui ne se sentent pas concernées par ces enjeux précis, quel serait votre message en fait? Pourquoi est-ce qu'on estime qu'il est aujourd'hui indispensable de se munir d'un plan en matière de cybersécurité, d'avoir une conscience éveillée de ce que ça représente? En fait, merci pour cette belle mise en bouche, Nicolas. Tu as soulevé tellement de points sur lesquels que j'aimerais rebondir. Premièrement, tu as tout à fait raison. La cybersécurité, c'est une affaire de tous. Euh, c'est c'est pas nécessairement une entreprise qui manipule seulement des renseignements personnels ou une entreprise technologique qui est visée par la cybersécurité. En fait, de nos jours, toute entreprise qui travaille en informatique ou qui a même une connexion Internet est visée par la cybersécurité. Je prendrais un exemple aussi simple qu'une chocolaterie. La chocolaterie qui a un site web transactionnel va avoir des renseignements personnels de ses clients et possiblement la recette de la chocolaterie n'est plus dans un coffre-fort, mais probablement sur un ordinateur. Donc, on a une question de secrets commerciaux et cette chocolaterie est probablement liée par des contrats avec ses fournisseurs, avec ses banquiers, qui a des clauses de cybersécurité. Alors, que ce soit pour une question de protection d'actifs ou une question de responsabilité, toute entreprise de nos jours n'a pas le choix, mais de considérer la cybersécurité dans sa gestion de risque. Donc, on dit que la cybersécurité, c'est une affaire de tous au niveau de toutes les entreprises, mais c'est également une affaire de tous à tous les niveaux de l'entreprise, qu'on soit employé, dirigeant ou membre du conseil d'administration. Comme Nicolas l'a dit si bien, c'est pas le gars de TI fan de Star Wars qui est seulement concerné par la cybersécurité, mais tous. Euh, c'est sûr qu'un des points sur lesquels que je veux vraiment toucher, c'est la question de la gouvernance. Parce que au niveau du conseil d'administration, il y a des points de responsabilité en matière de cybersécurité. Comme vous savez peut-être, le conseil d'administration, les membres du conseil d'administration ont une obligation de prudence et de diligence et également de gérer les risques de l'entreprise. De nos jours, ne pas considérer des cyberincidents quand une entreprise sur 5 se fait attaquer, je parle des PME, ce serait vraiment de l'aveuglement volontaire. Alors, au niveau de la gouvernance, c'est sûr que c'est important de s'assurer que son conseil d'administration, qu'on ait un minimum de compétences technologiques. Puis c'est pas grave si on n'a pas la compétence technologique, mais du moins que les membres du conseil d'administration, les dirigeants aient la formation en matière de cybersécurité, qu'on soit cybervigilant, qu'on est conscient que ce risque existe. Puis bien entendu, la technologie évolue d'une vitesse tellement rapide, là. Ça se peut qu'aujourd'hui, comme tu dis si bien, Nicolas, on peut avoir le mirage technologique, on est très bien protégé, mais demain, il y a déjà une nouvelle technologie qui fait en sorte qu'on est plus protégé. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que l'entreprise peut quand même se prémunir? Mais c'est de mettre en place des bonnes politiques et procédures pour, comme mesure de sauvegarde.
Puis quand on parle de mesures, c'est vraiment des contrôles internes, donc des politiques internes de sécurité de l'information. Aujourd'hui, quand que nos employés, la plupart sont en télétravail, est-ce qu'il y a des politiques en matière de télétravail? Est-ce que les employés ont le droit d'utiliser leurs ordinateurs personnels lorsqu'ils manipulent les renseignements de l'entreprise? Puis j'ai parlé également brièvement de la question de gestion des risques, parce que en fait, c'est une certitude, c'est pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver le cyberincident. Donc, c'est important de savoir comment gérer ce risque. Alors, j'aime bien comparer le cyberincident à un incendie. Hein? On fait des exercices de feu, donc c'est la même chose que la cybersécurité. Il faut avoir un plan de prévention pour Mhm. prévenir un cyberincident, mais également, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est qui la première personne qu'on appelle? Qu'est-ce que les employés doivent faire? Si notre compte de courriel est compromis, mais est-ce qu'on a un autre courriel pour communiquer ou tout ce qu'on a, c'est notre courriel puis des téléphones IP? Alors, c'est dans ce plan de prévention qu'on va pouvoir réfléchir à ça. Puis également, l'autre question, c'est comment qu'on le communique? Comment qu'on va communiquer cette information-là à l'interne, à l'externe, à nos clients? Puis c'est quoi vos obligations légales en matière de divulgation? Parce que comme vous Mhm. savez, aujourd'hui, on va pas parler de la loi 64 parce qu'on peut prendre 2 heures là-dessus, mais la nouvelle loi 64 qui va être adoptée au fur et à mesure dans les 2 prochaines années oblige de garder un registre au niveau des incidents et divulguer à la Commission d'accès à l'information. Euh, alors, il y a plusieurs aspects à considérer. Alors, le mot responsabilité, tu as très raison, c'est un aspect important. Ben, merci, Selena. Et puis justement, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est attardé justement à l'aspect gouvernance de la cybersécurité, qu'on a commencé à mettre les premières ébauches d'un plan de contingence, en fait, donc un plan de préparation en cas d'incident. Euh, Selon toi, Anne-Marie, en fait, c'est quoi les prochaines étapes pour arriver à implanter là, au sein d'une entreprise une véritable culture de la cybersécurité, tout en s'assurant très concrètement, là, très opérationnellement, là, d'avoir une meilleure cyber-résilience? J'aime beaucoup, je vais faire du pouce à l'idée des incendies que Selena a effleuré parce que j'ai envie de dire que la première étape, des fois, puis même quelqu'un qui n'est pas engagé encore dans une démarche de cybersécurité ou d'installer la cybersécurité au sein de son organisation, je pense que la première étape, c'est de prendre une grande respiration. On parle de cybersécurité, les gens ont l'impression que c'est extrêmement complexe, compliqué, coûteux, et c'est pas faux, c'est-à-dire que la cybersécurité, c'est complexe, ça va extrêmement vite, mais qu'est-ce qu'un pompier fait quand il arrive sur les lieux d'un incendie? Il n'est pas « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Fait, je pense qu'il faut aborder la cybersécurité en prenant une grande respiration puis en voyant le plus que ça peut apporter dans notre organisation. Fait que je m'explique quand je dis le plus, c'est-à-dire que au niveau même de vos processus, la cybersécurité peut amener une certaine clarté, performance et amener beaucoup de valeur au sein de votre entreprise. Que ce soit, puis dans l'audience ici, je suis certaine qu'il y a des gens qui sont en entreprise pour éventuellement vendre l'organisation. Il y en a qui vont vouloir embarquer dans excusez-moi, mais la game du merger and acquisition et tout ça. Donc, c'est sûr que de plus en plus, la cybersécurité est regardée. Maintenant, comme j'aime beaucoup dire, la cybersécurité, c'est pas l'affaire d'une journée, d'une politique, d'un processus ou même d'un petit contrat signé avec nos employés quand ils commencent. C'est vraiment quelque chose qu'il faut imbriquer au sein même de la culture de l'entreprise si on veut y arriver. Je pense que l'audience aujourd'hui a la chance d'être dans des organisations qui ne sont pas encore des monstres avec plusieurs employés, plusieurs systèmes, une complexité au niveau de l'architecture et même de la structure des données, leurs actifs, etc. Je dis une chance parce qu'on a vu au cours des dernières années des grandes entreprises québécoises et canadiennes devoir tout d'un coup commencer à faire de la cybersécurité. Et ça, je peux vous dire, c'est un autre niveau de complexité. Faut détricoter plusieurs choses. On est obligé de vivre avec des systèmes qui sont ce qu'on appelle legacy, etc. Dans le début de vie d'une entreprise ou d'une organisation, ou quand l'entreprise est encore d'une taille raisonnable, c'est beaucoup plus facile d'adopter les bons réflexes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être abordé. La cybersécurité doit être abordée avec, comme je disais, prendre une grande respiration, regarder où on se situe, s'entourer.
On a la chance au Québec, puis c'est vrai que d'un point de vue de la maturité de nos organisations, on n'est pas en avance. Par contre, au niveau de l'écosystème cybersécurité, on a énormément de très bons joueurs au Québec et à tous les niveaux. La cybersécurité, ça peut être très technique, ça peut être au niveau gouvernance, et il y a tout le monde entre les deux. Donc, si j'avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment, cybersécurité, c'est un incontournable. Aucune raison de paniquer. Je vais aller chercher de l'information auprès de l'écosystème cybersécurité, des gens qui sont justement des pompiers qui ne crient pas au feu quand ils arrivent sur les lieux d'un incendie, mais plutôt qui prennent le temps de regarder, de vous dire, voici votre situation aujourd'hui. Voici vos quick wins. Il y a des choses peu dispendieuses, rapidement applicables, qui vont vous permettre déjà d'augmenter votre maturité en cybersécurité, d'un petit peu mieux dormir la nuit peut-être. Et puis après ça, ça se planifie. Comme tout le reste, ça peut s'échelonner sur quelques mois, quelques années, mais gardez en tête que c'est une démarche qui ne doit pas être abordée en « je fais ça aujourd'hui, je ferme les livres, même date l'année prochaine, je recommence mon test d'intrusion ou je révise mes politiques ». Non, c'est quelque chose qui doit être considéré sur une période continue tout le long de la vie de votre organisation. Et je pense que d'un point de vue de vos employés, puis d'un point de vue de vos partenaires, c'est quelque chose qui peut devenir extrêmement positif. Je vais faire une bizarre analogie, mais la première fois que vous avez rencontré votre conseiller financier, vous avez fait « Oh, zut, je suis en retard, j'ai pas commencé avec mes REER, j'ai pas fait ça, oh, j'en mets pas assez, oh, j'ai pas regardé mon rendement l'année passée ». Mais si vous développez une relation de confiance avec votre conseiller financier, mais après quelques années, vous êtes fier d'avoir adopté les bons réflexes et de voir des rendements de 15, 16, 18 en 2021 parce que vous avez le bon conseiller financier, vous avez pris vos affaires en main. J'ai envie de dire la cybersécurité, c'est un peu la même chose. Donc, avec les bons partenaires autour de vous, ce sera peut-être pas juste une entreprise. Ça va peut-être être une panoplie d'entreprises ou de gens à qui vous avez confiance, mais vous allez prendre le contrôle de votre cybersécurité. Puis en cours de route, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Complexe, mais positif, qui amène de la performance dans votre organisation. Merci. Puis justement, s'il y a effectivement tout un écosystème de cyber au pays là, qui est effectivement très dynamique, très compétent, il y a aussi tout un ensemble de services, de programmes d'aide, des subventions, des soutiens, des ressources qui sont là pour aider les gestionnaires des petites et moyennes organisations. On a la chance aujourd'hui d'avoir Maxime justement avec nous, là, qui, en fait, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur cette question-là, justement, de ressources externes pour aider les PME, là, en tant que toi-même gestionnaire d'un des, en fait, je disais un des plus gros, en fait, c'est le plus gros programme québécois de soutien à la cybersécurité, en fait. Donc, ça serait quoi ton point de vue là-dessus, ton éclairage? Oui, bien, effectivement, Nicolas, écoute, tu as raison de le mentionner. C'est un enjeu pour toutes les entreprises, mais une chance, il y a des ressources qui sont là, il y a des organisations qui sont là en place aussi pour aider les entreprises à prendre le virage de la cybersécurité. Déjà, on peut voir au niveau gouvernemental, c'est quand même une priorité. Récemment, il y a eu la création du ministère de la cybersécurité du numérique. Il y a l'offensive de transformation numérique aussi pour accélérer le virage numérique des entreprises. On l'a dit avec nos intervenants précédents. Aujourd'hui, une entreprise en 2022, si elle ne pense pas à sa cybersécurité, elle a un problème. Donc, il y a des organisations comme la tienne, notamment du côté d'Unisecem, où vous avez différents volets à votre offre de services, que ce soit le programme de soutien là, en cybersécurité pour les PME, qui est piloté là, par le CNRC Paris. Il y a des ressources, par exemple, comme CyberEco, qui ont développé des trousses aussi pour aider les PME à bien identifier le risque de cybersécurité, qui ont des répertoires sur les formations en cybersécurité aussi, puis sur les certifications qu'on peut atteindre. Il y a des organismes, par exemple, comme le Laboratoire d'identité numérique du Canada aussi, qui peuvent aider là, les entreprises là, à différents plans, que ce soit avec des bancs d'essais, des vitrines technologiques. Ils ont aussi des services d'évaluation, de tests, d'audits. Pour ceux qui connaissent là, le CNRC, donc ils ont des conseillers technologiques avec le Paris. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les visites interactives, qui peut être déjà une première entrée en matière aussi. Puis après ça, vous remarquerez aussi que plusieurs des programmes subventionnaires vont avoir un volet où on va évaluer vraiment un petit peu la maturité de votre organisation au niveau de la cybersécurité. Donc, pour ça, il y a aussi des programmes qui peuvent vous aider à financer soit du développement d'innovation en cybersécurité ou carrément l'atteinte des certifications
qui seront exigés de vous. Puis on le voit là, dans un contexte de plus en plus réglementé, des fois pour rentrer dans des chaînes d'approvisionnement ou répondre à des appels d'offres, on exige de vous que vous soyez certifié sur certaines normes, certains standards. Donc, un programme comme le programme d'innovation en cybersécurité du Québec permet notamment là, de financer l'atteinte de ces normes-là. C'est quand même des programmes qui sont intéressants. On parle de remboursement de dépenses de jusqu'à 50%. Donc, c'est quand même intéressant pour des entreprises qui ont développé là, des solutions numériques de savoir qu'après, on offre aussi un coup de pouce pour les aider à commercialiser. Donc, il y a vraiment une panoplie là, d'accompagnement qui peut être fait. Il ne faut pas oublier aussi, évidemment, que on a aussi tout le secteur académique qui est là pour appuyer les entreprises, le secteur de la recherche publique aussi. Donc, tu sais, vraiment, il faut avoir un roadmap cyber. Donc, déjà connaître ses risques, faire son diagnostic de maturité, c'est une chose. Mais si vous êtes rendu à l'étape de vouloir innover dans le domaine, créer vos propres outils, ben moi, je vous suggère de pas tout internaliser ça, mais aussi de profiter de l'expertise qu'il y a au marché, autant au niveau privé qu'au niveau public pour développer ces innovations-là. Puis il y a des leviers financiers, que ce soit avec des programmes comme MITAX, par exemple, pour une embauche de stagiaires qui peuvent vous aider à développer ça, ou avec le CRSNG ou des organismes comme Prompt qui peuvent cofinancer ce développement-là. Donc, vraiment, le spectrum est assez large, là, je dirais. Oui, ben merci Maxime. D'ailleurs, j'ajouterais en fait aussi ça c'est à l'attention de tous les gestionnaires de PME, de petites organisations canadiennes. On a une ressource qui est malheureusement assez souvent ignoré, en fait, c'est le Centre canadien pour la cybersécurité. Le Centre canadien pour la cybersécurité, Oui. c'est une nouvelle entité, en fait, qu'on a tendance c'est tout nouveau, en fait, c'est tout nouveau. C'est créé par le Centre de la sécurité des télécommunications, en fait, donc l'organisme responsable de la sécurité des systèmes d'information du gouvernement fédéral. Et eux ont une entité civile, en fait, un peu moins classifiée, qu'on appelle le Centre canadien pour la cybersécurité. Allez faire un tour sérieusement, tapez ça sur Google, allez sur leur site web, vous allez avoir toute une série de trucs concrets pour solidifier renforcer la cyber-résilience des organisations. Là, je pense que c'est un beau petit 30 minutes que vous allez investir là, pour concrètement trouver des solutions. Puis ben, c'est l'argent de vos impôts. Hein. Donc, ça vaut la peine. Puis sincèrement, ils sont très compétents, là, les gens là-bas. Donc, si je peux me permettre de résumer, donc renforcer sa cyber-résilience, ça commence, donc, comme l'a dit Selena, par une prise de conscience du risque de la direction, par une implication, par impliquer les ressources humaines, très, très important, là, le facteur humain, impliquer à la base dans votre processus de cybersécurité vos employés, en fait. C'est le principal risque, c'est aussi la principale force d'une organisation en cybersécurité. Donc, il y a ça. Ça continue avec l'implémentation de bonnes pratiques et de bons outils par des ressources internes, mais aussi, comme l'a mentionné Anne-Marie, de ne pas négliger de recourir aux besoins des experts externes. Donc, tout ça, c'est très vaste. Mais en même temps, j'ai envie de poser la question là, qui doit brûler les lèvres là, de plusieurs des gestionnaires ici, qui sont d'abord et avant tout des gens d'affaires. Qu'est-ce que ça donne tout ça là, concrètement pour une business? En fait, c'est quoi le fameux retour sur l'investissement en fait en cybersécurité? Donc, je lance la question à mes interlocuteurs ici. Là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? Si je peux me lancer, j'ai envie de répondre, ça dépend. Okay. Je m'explique, c'est-à-dire que selon le secteur dans lequel on évolue, le secteur d'activité dans lequel on évolue, les réponses peuvent être très diversifiées. Donc, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect conformité bancaire, normatif, etc. Ça, c'est une chose. Les entreprises pour qui la confiance, la réputation, confiance à la clientèle, leur réputation au niveau de leur gestion des données est très importante. Bien, évidemment que tu veux pas te retrouver en page principale du journal qui dit, bon, ben voici les données de vos clients. Parce que souvent, je le mentionne rapidement, mais ce qu'on voit dans les médias est souvent tourner au désavantage des organisations. Donc, on a des organisations qui font quand même un bon travail en termes de cybersécurité. Puis, malheureusement, de la façon dont c'est dépeint dans les journaux, ils ont l'air de pas avoir fait leur travail. Puis, c'est très dommageable au niveau de leur réputation. Puis, pour d'autres, ben, c'est juste carrément, ils n'ont pas fait leur travail. Puis là, ben, la réputation, on sait le temps que ça prend à bâtir, que ce soit auprès de notre clientèle, que ce soit auprès de nos partenaires, que ce soit auprès de la population en général. Fait que ça, c'est un autre risque que je pense que les organisations ne veulent pas nécessairement courir. Après ça, j'entends souvent de la part d'organisations qui sont dans le milieu plus manufacturier.
Ah ben moi, tu sais, je produis des tuiles, fait que c'est pas grand risque de ce côté-là. Ben je suis désolée, dans les dernières années, on a vu énormément d'attaques faites sur ce type d'organisation-là, où la chaîne de production, elle est carrément stoppée. J'ai même un cas de stoppé, puis le ciment, excusez l'expression, mais jam dans la machinerie et tout. Fait que là, on a bon, perte de production, machinerie à réparer, etc., etc. Donc, c'est quoi l'avantage de la cybersécurité? Ben, c'est d'amener une certaine tranquillité d'esprit, éviter ces risques-là, autant que faire se peut, évidemment, parce que le risque zéro n'existe pas. Mais j'ai envie de dire, et je reviens à ce que j'ai dit au début, performance au niveau des processus, avoir une clarté au niveau de nos systèmes, savoir où sont nos informations, savoir comment circulent nos informations vers nos clients, à l'intérieur même de l'organisation, vers les partenaires. Donc, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. La cybersécurité, c'est pas une assurance, c'est pas une dépense qu'on ne sait pas trop quand est-ce que ça va nous revenir. C'est quelque chose que bien imbriqué, bien implanté dans l'organisation peut vraiment générer de la valeur. Donc, ça, c'était ma réponse. Je vais laisser les autres parler un petit peu. Selena, là-dessus, si tu veux rebondir. En fait, c'est sûr que moi, du point de vue de légal, je pense qu'Anne-Marie en a parlé brièvement. Il y a des obligations légales en vertu des contrats, en vertu des financiers. Elle parlait un peu de fusion-acquisition. C'est ça mon dada là, dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est quand on fait une acquisition d'entreprise, c'est sûr que l'entreprise doit avoir mis en place des mesures de cybersécurité. Si ses secrets commerciaux sont compromis, si sa propriété intellectuelle, ses actifs sont compromis, mais ça affecte la valeur de l'entreprise. Donc, d'un point de vue acquisition ou même financement, c'est très problématique si ça n'a pas été mis en place. Puis également, de nos jours, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus dans les contrats, c'est que les fournisseurs ou les clients vont demander que le fournisseur, du moins, mette en place un système de cybersécurité qui est conforme à leurs exigences. Donc, c'est plus vraiment un choix. Et point de vue légal, je parlais notamment rapidement de la loi 64, c'est que les entreprises ont une obligation de protéger les renseignements personnels. Donc, ils doivent mettre en place une politique de confidentialité. Ils doivent nommer quelqu'un qui a la plus haute responsabilité pour répondre à ces demandes de renseignements personnels. Donc, ils ont des obligations. C'est ça pour moi, c'est pas tant un choix qu'une obligation de le faire. OK. Maxime, tu veux ajouter un truc? Ouais, ben, ce qu'il faut aussi, c'est que les entreprises comprennent qu'ils ont cette obligation-là. Le problème, c'est Oui. peut-être que le message n'est pas assez véhiculé, mais tu sais, ils ont des obligations de se conformer à des lois, puis il y a aussi des standards qui émergent même au Canada. Tu parles au niveau des identités numériques avec vol vérifié, il y a la norme cybersécuritaire Canada, puis après ça, ben, au niveau mondial, il y a un tas de normes aussi qu'on peut atteindre, là, que ce soit les SOC 2, les ISO 27000 et autres normes. Il y a toute une gradation, mais tu sais, déjà commencer à y penser, puis à regarder aussi, autant on peut avoir un roadmap dans son plan de commercialisation, un roadmap dans son plan d'innovation ou d'R&D, on devrait aussi avoir un roadmap quand on est une entreprise en termes de cybersécurité aussi. Donc, je pense pas qu'on a besoin d'avoir la Ferrari au premier jour, mais par contre, éventuellement, il faut se donner un plan de match pour atteindre ça aussi, tu sais. Et puis, effectivement, tu sais, ça amène une confiance auprès de ses clients. Puis, juste pour opérer maintenant dans un contexte de plus en plus réglementé, comme je disais tantôt, pour répondre à des appels d'offres ou pour vendre ces technologies sur un territoire donné, il faut être homologué ou certifié sur certaines normes et standards. Donc, c'est même plus un choix, c'est do or die. Donc, c'est vraiment ça. Ben, ça me fait penser justement, Maxime, tout à l'heure, en fait, juste avant avant le panel, j'étais en réunion avec des interlocuteurs des partenaires, en fait, du département de Department of Defense aux États-Unis, en fait, où parce qu'on est en train de travailler à mettre sur pied, nous, chez NSECM, un programme d'accompagnement pour les entreprises qui sont dans le secteur de la défense, les entreprises québécoises qui sont dans le secteur de la défense, qui veulent pénétrer le marché américain, parce que eux, désormais, exigent une certification de cybersécurité qui est très sévère, on appelle le CMMC. C'est juste un exemple, je ne veux pas tomber dans les détails techniques puis commencer à garocher des trucs comme le NIST 800-171 avec le 172 SP. Mais le fait est que c'est ce qui ressortait de notre discussion, c'est qu'il nous disait qu'aux États-Unis, ils ont un niveau de maturité des PME qui sont déjà dans le secteur manufacturier, qui visent la défense, qui est déjà assez élevé. Donc, l'étape pour se rendre à la conformité
normative CMMC, elle est quand même pas si pire. Elle est déjà perçue comme une grosse étape. Mais pour nous, pour nos entreprises ici, du jour au lendemain, qui se font dire, ben voici, vous avez le produit, vous avez l'expertise, mais vous n'avez pas la certification en cybersécurité, vous n'avez pas la maturité numérique, et pour y parvenir, ben, ça va vous prendre 1 an et ça va vous coûter 300 000 quand on parle de retour sur l'investissement, de commencer à implémenter une cybersécurité, ben, c'est aussi ça, en fait, là. Donc, c'est se préparer à un clair resserrement des exigences en matière de cybersécurité des gouvernements, des cyberassureurs aussi. C'est un point qu'on n'a pas abordé, mais les cyberassureurs sont de plus en plus, j'ai un mot anglais, reluctant, sont de plus en plus veulent de plus en plus réticents, ouais, exactement, à assurer des gens qui ont une cybersécurité, comme disons qu'il y a plusieurs qui ont des lacunes. Puis ben, les grands donneurs d'ordre, les chaînes d'approvisionnement vont exiger des entreprises une cybersécurité forte. Donc, ce qu'on se disait, pour résumer, en fait, on va le répéter encore une fois, ce qui est essentiel, c'est de veiller à doter vos organisations donc d'une cybersécurité la plus forte possible. Et pour ce faire, on le répète, ça ne sert à rien d'investir des milliers de dollars en gadgets technologiques. Là. Ce qui est essentiel, c'est ça commence par le haut, ça par la direction. Ça implique ensuite trickle down. En fait, vraiment, ça prend, il faut que ce soit un projet qui soit adopté par la direction, il faudra un problème de gouvernance. Ensuite, que ça implique les employés, que des experts viennent apporter leur savoir-faire et leur expérience, puis qu'on travaille avec les gens de l'externe pour implémenter des choses qui sont pertinentes. Donc, rapidement, Selena, Anne-Marie, Maxime, vous voulez ajouter un dernier petit truc? Vu que tu m'as nommé en premier, écoute, moi je pense que c'est ça, la cybervigilance, c'est ça qu'il faut vraiment développer. C'est il faut réaliser que une cyberattaque, c'est pas juste derrière un ordinateur. De nos jours, avec l'Internet des objets, on peut avoir une caméra, on peut avoir même notre machinerie, comme l'exemple que donnait Anne-Marie, il y a une connexion là-dessus. Donc, toutes ces Internets des objets peuvent être également faire l'objet d'une cyberattaque. Alors, il faut prendre cette conscience-là puis avoir cette cybervigilance. Et également, le deuxième point que je voudrais juste rajouter, c'est que comme le thème de la conférence, c'est vraiment l'humain derrière ça. On peut mettre en place la technologie, on peut mettre en place tous les systèmes, mais si vous n'avez pas les bonnes procédures, ni les politiques, ni avoir bien formé toute l'équipe derrière cette cybervigilance, mais nul n'est à l'abri. Puis rapidement, c'est le monde dans lequel on vit, donc c'est inévitable éventuellement d'adresser la cybersécurité. Je pense que ça, les gens doivent en prendre conscience. Mais comme pour moi, c'est le mot de la fin. Prenez juste conscience que c'est le monde dans lequel on vit, puis que c'est rendu inévitable. Et ça peut être une démarche plaisante, j'ai envie de dire, mais porteuse de valeur surtout. Maxime, de mon côté, très rapidement. La valeur, c'est certain. Moi, 2 points à retenir aussi, c'est qu'il y a des programmes pour vous aider dans vos premiers pas, pour vous amener à avoir un degré de maturité plus élevé en cybersécurité. Puis il y a aussi un tas d'entreprises au Québec qui développent ici, au Québec, des technologies de cybersécurité qui sont vraiment intéressantes, qui permettent justement d'accompagner les PME dans leurs premiers pas en cybersécurité, faire des analyses de posture de cybersécurité. Il y a même des entreprises qui développent un petit peu des ciseaux en domaine virtuel. Ça va dans tous les domaines. Juste nous, chez Prompt, on a une 50aine d'entreprises qui font des projets en ce moment dans le programme de cybersécurité et on en a plein d'autres qui s'en viennent. Donc, moi, je trouve ça le fun de voir aussi la vitalité puis l'innovation qui est créée ici, au Québec, pour la collectivité d'entreprises du Québec. Donc, ça, c'est intéressant. Puis des organismes comme INSECAM, CyberEco et autres, Prompt, on peut aussi vous référer vers nos membres, vers les gens qu'on connaît, vers des entreprises comme GoSecure qui développent des technologies dans ce sens-là. Donc aussi, c'est aussi de savoir que vous n'êtes pas seul, puis autant au niveau des entreprises qu'au niveau du secteur académique, il y a de l'accompagnement qui est là pour vous. Donc voilà. Merci Maxime. Je crois, Camille, qu'on peut passer à... J'ai vu qu'il y avait quelques questions. Est-ce que tu...
est dans le coin, Camille? Oui, je suis dans le coin, certainement. Je traîne ici aujourd'hui, hein, dans le studio. Oui, Nicolas, vraiment, ce serait la période de questions. On en a plusieurs. Si tu veux, je te laisserais peut-être là, faire la transition avec les questions. Oui, mais pour commencer, on peut commencer avec la première. Là. Donc, on a une question sur la formation. Donc, quelle formation de cybersécurité donnée aux employés des PME pourrait lutter contre la cybercriminalité? Alors, je vous laisse là-dessus, puis Nicolas, je te laisse prendre le relais après pour les questions suivantes, si tu le veux bien. Je vais commencer à répondre, puis mes collègues vont apporter leur éclairage, je suis certain. Là-dessus, en fait, parce que c'est un point, en fait, que on se fait poser. Chez INSECAM, on est souvent contacté par des entreprises, par des différentes PME, différentes organisations, pour nous, justement, nous poser comme question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos employés, pour les former. Il y a, notamment au Québec, des entreprises qui ont développé des services de formation spécifiques pour les employés, en fait, qui sont très, très compétents. J'ai quelques noms en tête. Des entreprises, on peut les nommer. Là, on a les Terra Nova de ce monde, en fait, qui ont développé vraiment une expertise, qui sont même utilisées à travers le monde maintenant. Il y a ce type de formations-là qui sont bien fun. Il y a aussi des formations qui sont plus ciblées pour répondre à des problématiques spécifiques comme la réaction au malware, spyware, excusez-moi, les rançons logiciels et autres. Donc, ça, c'est aussi des solutions qui se donnent aux employés. Sinon, je passerai la parole à mes interlocuteurs. Universités, la plupart... Ah non, vas-y Maxime, je t'ai coupé tantôt, vas-y. Oui. Excusez-moi, j'allais dire, dans la plupart des universités, évidemment, il y a des programmes, puis il y a des programmes courts aussi. On n'est pas obligé de faire un bac ou une maîtrise dans le domaine, là, mais il y a des formations très ciblées. Les universités ont des centres de formation continue. Les cégeps aussi, par exemple, Cyber Québec, qui est un centre collégial de transfert technologique. Au cégep de Gatineau, il y a des formations en cybersécurité. C'est assez large, le cursus de formation là, disponible. T'en as à Saint-Hyacinthe, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans les cégeps à Sainte-Thérèse, c'est assez large, à Rosemont, Maisonneuve. Donc, c'est très, très accessible. Puis comme Nicolas le disait, il y a plusieurs entreprises qui ont des branches de services conseils qui ont développé aussi des formations sur mesure pour des clients. Puis après ça, il faut peut-être retenir le fait aussi que quand tu veux atteindre une norme puis un standard, c'est pas tout de l'atteindre. Il faut que tu aies du staff en interne qui soit équipé pour la maintenir et la faire vivre, cette norme-là. Donc aussi, généralement, les consultants vont aussi développer des formations puis du coaching pour leurs clients pour s'assurer qu'ils soient capables de reprendre ça. Donc, puis c'est inclus généralement dans les requis des normes. Donc, il y a ce volet-là aussi qui est peut-être important à savoir. Merci. Donc, comme deuxième question, en fait, il y a quelqu'un qui a demandé, selon vous, quel est le rôle du conseil d'administration dans la question de la cybersécurité, peu importe la grosseur de l'organisation? Je pense que c'est quasiment pour toi, ça. Oui, quasiment tout fait pour moi. Comme j'ai mentionné, le conseil d'administration a vraiment un rôle de prudence et diligence et au niveau de la gestion des risques. Donc, souvent, la gestion des risques est gérée par le comité d'audit au niveau du conseil d'administration. Donc, il faut évaluer la cybersécurité comme étant un risque. Donc, c'est quoi les coûts reliés? Donc, avoir des plans de contingence. Donc, si jamais ça arrive, comment qu'on y fait face? Alors, c'est sûr qu'au niveau de la gestion de la sécurité, on parle de prévention. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'on met en place en termes de prévention. On parlait de politique, de procédure. Brièvement, Nicolas t'a parlé également de l'assurance. C'est sûr que ça, c'est au niveau point de vue que l'entreprise peut contrôler, mais des fois, il faut aller un peu plus loin. Regardez au niveau technologique, peut-être que même au niveau du système en soi, il y aura une réflexion en profondeur. Donc, il y a des budgets associés à ça. Alors, c'est pour ça que c'est important que le conseil d'administration ait une visibilité sur le risque, puis les coûts que ça peut entraîner, puis également associer la stratégie à ça. Maintenant, dans mes conseils d'administration, on fait en sorte que la gouvernance technologique est un point à l'ordre du jour pour être sûr qu'on garde toujours une visibilité là-dessus.
Merci, Selena. Quelqu'un pose comme question, j'ai subi une cyberattaque, quoi faire? Vous avez un conseil pour améliorer la gestion des risques? Anne-Marie, Nicolas, la est-ce que tu réponse est veux... pour toi. Oui, c'est ça, j'allais dire, est-ce que la question amène une question, tu sais, c'est quoi les actions qui ont Ouais. été prises après la cyberattaque? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que c'est, on débranche tout puis on ferme les yeux ou on a adressé, on est allé fouiller, on a trouvé d'où venait le risque, elle est où la vulnérabilité ou la porte d'entrée, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas? Tu sais, je pense que suite à une cyberattaque, malheureusement, encore au Québec, ça prend une cyberattaque pour que certaines organisations fassent « Oups, tu sais, je vais regarder ce qu'il y en est de la cybersécurité. » Mais dans les faits, on le dit régulièrement, c'est pas une question de est-ce que, c'est une question de quand. Puis il y a beaucoup d'organisations qui se font breacher, puis qui s'en rendent jamais compte. Donc, je pense que après une cyberattaque, on revient à quasiment à la première étape. Une fois qu'on a géré la crise, on retourne sur la table à dessin puis on regarde sont où nos risques, ma maturité est où, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que j'ai pas fait. Souvent, ce qu'on escamote un peu en cybersécurité, c'est comment je vais communiquer par rapport à l'incident qui vient de se passer en interne, en externe. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui focusent beaucoup sur je vais aider l'organisation à se relever de sa cyberattaque. Il n'y a pas tant d'organisations que ça qui vont aider à dire, bon, mais on va aussi faire à ce que leçon apprise de ça, mais on va essayer de faire à ce qu'il n'y en ait pas d'autres incidents, ou du moins s'il y en a d'autres, parce que c'est rare qu'il y en a, tu sais, le risque zéro n'existe pas, ben qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable de rapidement mitiguer? Est-ce qu'on est capable de vite revenir en arrière, de récupérer les données? C'est tout ça, je pense. Donc, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est quasiment subir une attaque avec peu de dommages est quasiment une chance pour plusieurs organisations parce que ça leur permet de réaliser, réajuster, puis refaire des plans puis la planification plus solide par rapport à la cybersécurité. Si je peux me permettre d'ajouter un truc là-dessus, en fait, une cyberattaque, en fait, un incident de cybersécurité lorsqu'il est dévoilé, lorsqu'on se rend compte que, aïe, on a été breaché, effectivement, là, c'est une situation d'urgence. Alors, je ferai une image système de santé, en fait. Vous pouvez prendre des mesures et on vous conseille fortement de prendre des mesures pour assurer votre santé. Ça, c'est tout ce qui se fait en amont, c'est correct, puis c'est essentiel, en fait. Par contre, arrive un accident, vous n'allez pas sortir le petit guide de Santé 101 pour vous commencer à vous soigner vous-même. Ne faites pas ça. C'est une situation d'urgence, situation très grave et il se pourrait fort bien que votre administration, votre organisation ne s'en remette pas. Il y a des taux de mortalité d'organisation à la suite de cyberattaques qui sont épouvantables. Alors, faites automatiquement, arrêtez tout, contacter un expert. C'est vraiment le conseil le meilleur que je peux vous donner. Si vous êtes une petite organisation, vous êtes victime d'une cyberattaque, ne touchez plus à rien, appelez un expert en incident response, en réponse aux incidents, et eux vont vous aider à rapidement limiter les dégâts et vous remettre sur les rails. Là. Mais l'improvisation en cas de cyberattaque est la pire des choses que vous pouvez faire. En fait, ça va aggraver les situations. Bon, voilà pour... Est-ce que tu voulais ajouter un truc? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, écoute, justement, pour éviter d'improviser, d'où l'idée d'avoir notre plan d'incendie à l'avance pour savoir comment réagir, puis qui appeler même, puis pas commencer à faire notre recherche sur Internet, qui est le breach coach dans ce cas-ci. En fait, je voulais juste faire une mention rapide au niveau légal. C'est que quand que vous subissez un cyber-incident, c'est possible que vous ayez l'obligation de faire des divulgations aux autorités, tant au niveau fédéral que provincial, et également tenir un registre d'incidents. Donc, c'est pas nécessairement un incident que vous pouvez garder en catimini et ne le révéler à personne, puis seulement le garder entre vous. Donc, il y a des obligations à cet égard. Et également, au niveau contractuel aussi, souvent, c'est prévu dans les contrats. C'est écrit noir sur blanc. Quand que vous subissez un cyber-incident, vous avez un tel délai pour avertir votre client ou votre banquier qu'il y a ça qui est arrivé. Alors, c'est important de penser en amont pour savoir que quand ça arrive, qui il faut appeler, puis à qui le divulguer, puis dans quel délai. Puis, si Merci. un petit complément d'information ici, là, c'est, tu sais, il y en a qui disent, OK, moi, j'ai fait mes devoirs, je pense que je suis prêt.
s'il m'arrive quelque chose. T'sais. Il y a des services qu'on appelle du breach readiness qui vont vous permettre de pratiquer. Ben là, excusez, il y a beaucoup d'anglicisme dans ce que je veux dire, mais tabletop exercise, c'est qui mes intervenants, telle personne, c'est qui est responsable, comment, bon, c'est quoi les 1, 2, 3 en cas de. Donc, si vous pensez que vous avez fait le travail, mais que vous voulez vraiment venir valider, je suis prêt, puis je peux améliorer mon plan avant d'avoir à le mettre en application, c'est des services qui existent aussi. Merci, effectivement, super pertinent. Une dernière question, en fait, rapidement. Comment gérer la résistance au changement des employés par rapport aux mesures de cybersécurité? On connaît ma réputation, je voudrais débarrasser vous de quelqu'un qui comprend pas c'est quoi la cybersécurité, mais bon, disons plus diplomatiquement, je vais laisser mes, mes amis ici répondre. Peut-être ce qu'on a dit, c'est une culture d'organisation qu'on l'a dit, qu'on doit implanter. Puis ça part de la direction, puis de la direction générale, puis souvent du conseil d'administration. Donc, c'est comme dans n'importe quelle gestion du changement. Il faut s'assurer qu'on ait l'adhésion de nos employés, il faut les mobiliser. Donc, il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, là, je pense, au départ, pour expliquer pourquoi on amène ces changements-là. Je pense que ça passe surtout par une bonne communication plus que par des mesures coercitives, en tout cas au départ. Mais je laisserai. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a des campagnes de sensibilisation. On essaie, campagnes d'hameçonnage dans les entreprises. On a vu dans des campagnes d'hameçonnage des campagnes qui faisaient passer les gens qui se faisaient prendre pour des goujats, des parias, des gens qui avaient des niaiseux, tu t'es fait prendre. Non. Idéalement, il ne faut pas faire ça. Renforcer les comportements positifs. Donc, il y a moyen, autour d'une campagne d'hameçonnage, de faire quelque chose de le fun, de plaisant, où les gens vont apprendre sans avoir peur, puis ils vont être récompensés pour leur bon comportement. Puis je pense, constance, culture, c'est pas une histoire d'un jour. Donc, c'est pas à l'embauche, je te fais signer la politique. Maintenant, tu es au courant, puis je m'attends à ce que ça se fasse. Non, c'est culture organisationnelle. Répéter régulièrement des exercices. Campagne d'hameçonnage, il y en a qui le font pour voir c'est-tu le désastre chez nous? Fort probablement. Fort probablement, les gens, on est occupés, on a, surtout depuis qu'on travaille à la maison, téléphone, bébé, chat, tu sais, je veux dire, on clique vite, puis on fait « Ah, non, fallait pas... » Donc, bref, il faut que les gens, ce soit une pensée constante. Donc, il faut qu'au niveau de l'organisation, on inculque les bons réflexes. Puis, ben, tout le monde résiste un petit peu au changement, fait que ça n'a pas le choix d'être un exercice qui se fait de façon continue, bref. Merci Anne-Marie. Alors, écoutez, pour conclure très très rapidement, donc cybersécurité indissociable de la transformation numérique et les cyberattaques, comme l'a dit Selena tout à l'heure, ce n'est pas si, c'est quand vous allez être victime. Donc maintenant, il faut avoir des plans, des procédures en place et une capacité de réagir et de surmonter ces écueils-là qui sont incontournables pour des entreprises en 2022 au Québec. Merci. Bien, merci à vous quatre. Très intéressant, vraiment. Puis on retient vraiment que l'éducation, c'est la clé et la prévention également, parce que oui, ça va arriver, là, que ce soit très grave ou pas très grave. Alors, merci vraiment d'avoir vulgarisé si bien ce sujet. Merci, Camille. Merci pour l'invitation. Un grand plaisir.